Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur notre webinaire du jour. On va laisser quelques instants pour que tout le monde puisse nous rejoindre, hein. Voilà, je sais qu'il y a toujours quelques retardataires. En tout cas, merci de nous rejoindre. Le thème de ce jour, donc ça va être management et biais inconscients, biais cognitifs. Et si on se méfiait de notre cerveau. Voilà, donc ça fait partie de notre série de webinaires, pour ceux qui nous connaissent, qu'on fait voilà, une fois par mois, un webinaire sur un thème management, un thème soft skills, QVCT, RSE. Voilà, on essaie de vous donner du contenu et puis de la valeur le plus possible. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, je vais être accompagné de Pauline Cochard. Je vais te laisser te présenter. Bonjour Pauline. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous. Donc, je suis coach d'équipe, thérapeute certifiée et formatrice donc sur le sujet des soft skills, des compétences comportementales, comme tu viens d'en parler. Super, merci Pauline. Et moi, donc c'est Simon Châtelain, je suis directeur pédagogique chez MyConnecting, donc sur les sujets de management, de soft skills, comme on en parlait, et je serai le co-hôte aujourd'hui. Donc sachez que vous avez donc un chat, vous avez tous accès à un chat, vous pouvez mettre des parties, enfin des commentaires, poser des questions, échanger, réagir, n'hésitez pas à le faire. Ça nous permettra aussi d'avoir de l'interaction avec vous. On va de toute façon aussi vous mettre en action avec un ou deux sondages, et puis vous allez voir, il y a un petit jeu aussi que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez être interpellé dans la journée, dans ce webinaire, qui a lieu d'ailleurs jusqu'à midi, hein, donc c'est 11h midi le webinaire. Et donc on essaiera au maximum de vous rendre ça interactif pour échanger tout simplement avec vous. Et pour démarrer, quelques chiffres sur MyConnecting, quelques éléments, hein, je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais voilà, l'idée c'est de comprendre un petit peu qui on est. Sachez je vous parlais des soft skills, mais on fait aussi des formations autour des langues, de la bureautique et du digital. Donc, vous pouvez aussi bien vous former à l'anglais, au chinois, qu'à vos tableurs Excel ou à toute la suite Adobe et autres chez nous. Ça fait 17 ans qu'on existe, voilà, ça va bientôt faire 18 ans, l'année prochaine on a notre majorité. Et voilà, on est très fiers d'avoir un taux de satisfaction de 99,1% comme chaque année. On est à peu près dans ces eaux-là tous les ans et on essaie de faire bien sûr toujours mieux. Et pareil, ceux qui nous connaissent le savent maintenant, ça fait plus d'1 an qu'on est devenu une entreprise à mission. Donc c'est un statut encadré par l'État sur lequel on a désormais des comptes à rendre. Voilà, donc depuis 17 ans, on essaye de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence et à travers nos 3 valeurs, donc empathie, excellence, engagement. Et en fait, depuis du coup plus d'1 an, on s'est engagé encore un petit peu plus loin dans cette mission avec donc ce statut d'entreprise à mission qu'on a pu déposer et avec bien sûr un certain nombre de chartes et vous les voyez un peu tous autour de chartes de la diversité, de la déontologie, etc., EcoVadis, sur lesquels on est devenu signataire, bien entendu, dans le cadre finalement de cette entreprise à mission. Au programme pour le jour, pour la journée, donc pour cette heure passée ensemble, l'introduction sur le concept du coup des biais cognitifs, des biais inconscients et en fait tout simplement des neurosciences. On va être obligé de repartir un petit peu de la base et de là, forcément. On va vous parler des différents types de biais et puis on va vous parler du modèle mental, des biais de modèle mental, modèles mentaux et des biais de groupe. Vous voyez, on va aussi vous interroger là-dessus. Ça va être intéressant tout au long de ce webinaire de se poser la question quel biais finalement je vis le plus possible, le plus au quotidien de mon côté. Et on va essayer de passer sur la notion d'évolution des pratiques managériales. Voilà, vu qu'on est quand même sur un webinaire qui est axé management, on va vous inviter à vous poser cette question et finalement à vous donner des conseils en fait spécifiques au management. Est-ce que Pauline, tu vas rajouter quelque chose sur ce sommaire? Non, c'est parfait. Effectivement, l'idée, c'est d'aller réinterroger ces pratiques par rapport à ce qu'on va voir au niveau des biais cognitifs. Donc, vous verrez le lien entre les deux. Super. Eh bien, je te laisse démarrer donc, sur le sujet des neurosciences. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on va introduire un peu cette notion de neurosciences. Vous avez certainement entendu parler de cette approche. Donc, les neurosciences, qu'est-ce que c'est? C'est
tout simplement l'étude, enfin les découvertes du fonctionnement du cerveau et qui nous éclaire donc dans notre fonctionnement humain. Donc ça va éclairer la façon dont la raison fonctionne, enfin avec les émotions. Ça va éclairer aussi nos capacités cognitives, tout ce qui concerne par exemple la mémoire, la façon d'apprendre, etc. Et donc ça va induire des comportements aussi par rapport aux prises de décision que notre cerveau nous amène à prendre. Alors les neurosciences, elles ont fait beaucoup elles ont beaucoup évolué hein, depuis un siècle. On a compris que le cerveau était malléable, très plastique, adaptable, et que en fait il y a toujours des nouvelles connexions qui se forment au cours du temps grâce aux apprentissages, à votre expérience, etc. Donc tout le cerveau est continuellement en train de se développer aussi. On a des capacités qui peuvent se développer. Et en fait, les chercheurs ont aussi fait des prouesses depuis des dizaines d'années. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'avancées dernièrement dans le domaine de l'imagerie médicale, dans le domaine on a beaucoup d'outils de mesure et d'observation qui ont permis des prouesses dans plein de domaines. Et on va voir que l'entreprise aussi accueille de plus en plus des neurosciences pour éclairer les comportements humains qui nous gouvernent. Et c'est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, on avait fait un webinaire il y a quelques temps sur la neuropédagogie. Hein, on avait parlé de toutes ces choses-là. Donc, oui. Donc voilà, c'est des choses forcément, on essaie de s'inspirer des chercheurs et des scientifiques tout simplement. Tout à fait. Alors, on va regarder plus précisément les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est donc un pan, enfin une découverte parmi les neurosciences qui ont été révélées par les travaux de Daniel Kahneman et d'Amos Tversky. Et en fait, ils ont révélé le caractère en fait irrationnel des décisions, notamment dans le domaine économique au démarrage. Et puis ils ont entrepris énormément de recherches dans ce domaine sur comment en fait le cerveau est guidé finalement plus par ses perceptions que par la raison dans des situations d'incertitude. Et c'est par exemple, si je peux vous donner un exemple de biais, on va avoir tendance à accorder plus de probabilité élevée à des événements qui nous viennent à l'esprit. Je prends un exemple. Si vous avez un déplacement professionnel et que vous êtes amené à prendre un moyen de transport, si vous avez entendu parler d'un accident de train très médiatisé juste avant votre départ, eh bien vous allez être influencé par cette perception. Vous allez avoir plus tendance à prendre votre voiture, alors qu'en réalité, statistiquement, il est bien prouvé que le train est moins dangereux que la voiture. Et donc, ce sont des comportements comme ça qui ont été étudiés par ces chercheurs en psychologie, qui ont été révélés et qui ont amené un travail. Donc, ils ont fait un travail pionnier dans ce domaine, d'où le prix Nobel économique qu'ils ont obtenu en 2002. Et donc, depuis toutes ces découvertes, les entreprises s'intéressent de plus en plus aux sciences cognitives dans plein de domaines, pour mieux comprendre l'esprit humain et mieux nous éclairer dans nos comportements et faire évoluer du coup nos pratiques, d'où le lien avec le management de ce webinaire. Alors, il faut savoir qu'on prend énormément de décisions par jour, plus de 36 000 en réalité. Alors, ce sont souvent des décisions qui n'ont pas d'impact, ce sont des automatismes comme des réflexes. Et la plupart d'entre elles sont inconscientes en fait. Si vous avez appris, depuis tout petit, vous avez appris à lire, à écrire, à conduire, que sais-je, eh bien tout ça va amener des décisions, des réflexes automatiques. Parce que notre cerveau, il a une seule mission, c'est de s'adapter rapidement à la réalité. Pour cela, il doit agir vite, quitte à parfois occulter certaines informations. Il doit donner du sens. Alors parfois même donner du sens, et s'il lui manque des éléments, il va combler les trous. Hein, c'est un réflexe du cerveau pour faire une histoire cohérente. Il doit aussi mémoriser le strict nécessaire, quitte à occulter certaines infos, et filtrer le trop-plein d'infos, justement. Voilà, et c'est en cela que les travaux de Kahneman ont étudié le fonctionnement de la pensée, et ils ont révélé deux systèmes du fonctionnement du cerveau. On a le système 1, tout simplement, qui est le système rapide et instinctif qui vous amène à des raccourcis. Heureusement, ils nous rendent bien service, ces raccourcis, vu qu'on a autant de décisions à prendre par jour. Et puis le système 2, là, pour le coup, qui va être plus lent, plus réfléchi, et qui va être plus coûteux, en fait, en énergie mentale.
Voilà. Alors, donc, vous avez compris, hein, le système 1, c'est vraiment tout ce qui va être des décisions de l'ordre de la routine, des habitudes, etc. Et le système 2 va vraiment intervenir quand le système 1 échoue, quand il bute sur un obstacle, quand vous butez sur un obstacle ou que vous devez vraiment vous mettre plus à vous concentrer pour prendre une décision la plus... Si je prends un exemple, par exemple, ça veut dire que si je fais tomber un stylo et que je me baisse pour le rattraper, ça va plutôt être le système 1, c'est qu'en fait, je vais même pas conscientiser le fait que je prends cette décision d'aller récupérer le stylo. Et système 2, bah, quand je vais tout à l'heure à midi me pose la question qu'est-ce que je vais déjeuner à midi, là, ce sera plutôt mon système 2. Alors, peut-être si ça dépend vraiment si voilà, tu as vraiment un vrai questionnement sur pourquoi tu mangerais ça et ça, tu peux faire appel à ton système 2, mais normalement, le système 1, là, est aussi un réflexe, tu vois, c'est viande, poisson, je vais faire mes courses, ou voilà, ça c'est plutôt de l'ordre du quotidien. Maintenant, si tu as quelque chose de beaucoup plus, comment dire, où il y a un enjeu fort en fait, s'il y a un enjeu fort, effectivement, si tu as par exemple un problème de santé, tu dois bien réfléchir à ce que tu dois manger, là dans ces cas-là, effectivement, tu vas peut-être plus aller étudier ton alimentation. Enfin, voilà, pour l'exemple. Alors, justement, par rapport à ça, je vais partir de celle d'après. La plupart du temps, les raccourcis mentaux, ils nous rendent service. C'est-à-dire et puis c'est un phénomène qu'on va mettre en place parce qu'on peut pas avoir une vue, enfin faire une étude exhaustive de toutes les informations qui seraient nécessaires pour prendre une décision. Et donc c'est ce qu'on appelle les heuristiques. C'est ce qui nous permet de résoudre des problèmes plus ou moins complexes avec le moins d'efforts cognitifs. Mais parfois, c'est là où on en vient au biais cognitif, ces raccourcis, ils vont nous induire ils vont nous conduire à des jugements imprécis ou des conclusions biaisées. Et c'est ça à cause de ces automatismes qu'on a mis en place depuis notre naissance. Donc voilà, c'est ça que révélaient les travaux de Kahneman et Tversky. Et on va prendre un exemple pour vous le démontrer juste maintenant, pour ensuite regarder les différents types de biais qui ont été répertoriés. Alors, je te propose du coup, Simon, un petit jeu, si tu veux bien participer. Et on va voir. Ouais, super. Alors, ça s'appelle l'effet Strop. Donc, je vais te demander de lire les mots à l'écran de gauche à droite et de bas en haut, le plus vite possible, comme tu les vois. Donc, je te demande de lire la couleur des mots que tu vois à l'écran. Et je vais, si tu veux bien, te chronométrer. C'est parti, on y va? C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Bleu, vert, jaune, rouge, bleu, vert, jaune, vert, rouge, bleu. Ah, t'es rapide. Rapide. C'est à 3 minutes à peu près. Voilà, j'ai un petit peu décalé, mais 3 minutes. Wow. Allez. Alors du coup, on va continuer avec l'écran suivant. La même chose. Je vais te demander exactement la même chose. Tu lis les couleurs des mots à l'écran. Et pareil, Ok, donc pas ce qu'il y a écrit, mais les couleurs. Les couleurs. Ok. Tu me dis go. Alors attends, hop. C'est parti. Rouge, jaune, vert, rouge, bleu, jaune, vert, bleu, jaune, vert. Parfait. 9 secondes. Ah, je pense que j'ai été. On vous cache pas qu'on l'a déjà fait. Donc quand on s'est préparé cet exercice, je me suis dit j'ai envie d'être encore meilleur sur le deuxième. Mais bon, finalement l'effet finalement me rattrape et j'ai pas réussi à être aussi bon. Ok. Bah écoute, c'est normal en fait. Tu vois, c'est là où tes deux systèmes ils ont interféré, ils ont été en contradiction parce que t'as voulu donc lire le mot que tu voyais à l'écran, mais comme ton système de lecture automatique interférait, bah, du coup, ça t'a obligé à faire appel à ton système 2, à ralentir, tu vois, à te concentrer et donc un peu plus d'effort mental pour donner la bonne réponse. Voilà. Ouais. Tu l'as vécu comment? Bah écoute, alors je l'avais vécu encore plus fortement que j'avais fait la première fois, mais c'est vrai que c'est frustrant là. En fait, au début, je peux aller assez vite finalement. Ça me demande pas trop d'efforts, mais à la longue, ça me demande de plus en plus d'efforts. Et tu vois, sur la dernière ligne, en fait, je me rends compte que voilà, la logique est quand même toujours compliquée et ça repose à chaque fois à mon cerveau un sujet vraiment de comment je fais quoi. Comment de dilemme quoi. Ouais. Ouais, parce que instinctivement, tu aurais envie de dire le mot que tu vois et ça te met en... Ok, parfait. Alors voilà, donc vous voyez, je pense que ce test est une bonne démonstration de ce qu'est le système 1 versus le système 2.
Et là, c'est comme ça qu'on a révélé, oula, pardon, je vais un peu trop vite, pardon, plus de 200 biais cognitifs qui ont été répertoriés au codex que vous voyez le schéma à droite. Donc, il y en a, comme vous voyez, plus de 200, je crois que c'est 250 exactement. Et il y en a 35 d'entre eux qui reviennent le plus souvent, en tout cas d'après une étude qui a été menée, une étude prospective auprès des managers, qui a été réalisée par un cabinet spécialisé en neurosciences, New Brain. Voilà, donc on va peut-être pas tous les voir en revue. Pardon, décidément, j'ai ma souris qui est sensible. Et on va regarder maintenant, ce que je vous propose, c'est les différents types de biais qui nous gouvernent. Et puis après, on regardera plus en détail certains exemples qui pourront vous parler. Ouais. Alors, le biais de modèle mental, c'est la première catégorie de biais. C'est en fait, ce sont des biais des représentations, sociales, souvent, le plus souvent, par exemple, des stéréotypes, forcément, par rapport à notre éducation, la façon dont on a évolué, dans quel milieu on a évolué. On a forcément, notre cerveau, je vous dis, il déteste le vide, donc il a des représentations qui va nous entraîner à des raccourcis, parfois d'opinion ou de prise de décision. Ça, c'est le premier type de biais. Après, vous avez les biais d'action. Ça, c'est les biais qui vont nous pousser à agir, même si c'est inutile ou contre-productif. Je vous donne un exemple tout bête. Vous prenez votre vélo et vous investissez un casque. Donc, vous mettez un casque pour prendre votre vélo. Eh bien, vous allez vous sentir davantage en sécurité et inconsciemment, vous allez avoir tendance à agir, à rouler plus vite. Alors que c'est pas forcément ça qui va vous empêcher d'avoir au contraire, c'est peut-être plus risqué que d'aller à un rythme normal. Ou bien, si par exemple vous faites partie d'une filiale ou d'une succursale d'une entreprise, d'un grand groupe par exemple qui a une très bonne assise financière, eh bien vous allez avoir tendance peut-être à prendre plus de risques, faire plus d'investissements parce que vous vous sentez protégé par le groupe. Alors que ça se trouve, il n'en est rien et que voilà, il vous faut quand même prouver des résultats, bien entendu, en fin d'année. Donc ça, ce sont des biais d'action qui nous poussent à agir de manière inconsciente parce que voilà, comme je vous l'ai dit, vous vous sentez protégé. Biais d'inertie, là c'est l'inverse du biais d'action. C'est ce qui va nous limiter dans nos capacités à agir et dans nos options. Donc ça va être par exemple le biais d'ancrage. Vous avez par exemple un premier chiffre, ça c'est typiquement ça va vous limiter dans vos choix ou dans votre prise de décision. Le premier chiffre on va vous donner par exemple dans une négo, ça va vous influencer par la suite. Ça va avoir un poids fort en termes de perception. Si par exemple votre interlocuteur revient sur ce chiffre, eh bien ça va être plus compliqué peut-être dans la négo de faire confiance ou en tout cas de revenir dessus en cas d'erreur d'évaluation. Ouais. Mais les croyances limitantes, on en parle beaucoup effectivement sur la notion de barrière mentale, même d'ailleurs sur des formations plus autour du lâcher prise, ce genre de choses. On parle beaucoup des croyances limitantes. C'est intéressant de le relier au biais d'inertie. Tout à fait. Alors, le biais d'intérêt, ensuite, c'est ceux qui vont nous conduire à modifier une décision rationnelle par rapport à des intérêts personnels. Ça, forcément, on en a tous, hein, et ça reste inconscient. Hein. Comme je vous le disais, les biais cognitifs, c'est quelque chose à l'origine inconscient. Par exemple, on a souvent tendance, je pense qu'on est tous soumis à ça, de rationaliser a posteriori nos choix, d'avoir tendance, à attribuer des attributs positifs à une décision, une option qu'on aura choisie pour se persuader qu'on a pris la bonne décision. Ça, c'est un biais d'intérêt. Voilà. Et enfin, le dernier, on va en voir quelques-uns juste après, des biais de groupe. Là, va être l'influence du collectif qui nous mène à une décision prosociale. On va être influencé par l'effet de groupe. Alors, voilà pour les catégories de biais. Mais maintenant, je vous propose de regarder plus en détail certains. Oups, décidément. Hop, excusez-moi. Voilà. Le biais de modèle mental. Alors, les biais de modèle mental, on va en voir quelques-uns. Que je trouvais intéressant au regard du management, des enjeux managériaux. Ouais. Le premier, c'est le biais de Pygmalion. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Simon. Moi, j'en avais entendu parler, effectivement. Vous en avez entendu parler ? Ouais. On peut demander au chat, hein, vous pouvez nous dire effectivement si oui ou non vous en avez entendu parler, mais de toute façon, tu vas pouvoir nous en reparler. Donc, c'est parfait. Voilà, alors l'effet Pygmalion, c'est tout simplement la croyance en soi. Le fait de croire en soi ou que les autres croient en nous, ça va induire
enfin, ça va faire en sorte qu'on est plus performant. On est plus performant si on croit et si on croit en soi, pardon, et si les autres croient en nous. Donc, si par exemple vous avez confiance en votre équipe et que vous leur dites et que vous leur donnez confiance pour réussir un projet, eux ils vont se sentir valorisés et donc ils vont être plus motivés. Surtout si vous leur donnez l'autonomie, la responsabilité. En fait, on a tendance à croire que c'est quelque chose de l'ordre psychologique, mais ça a été démontré en fait par des études. Je vais vous raconter la petite anecdote parce que je trouve qu'elle est intéressante, qui est à l'origine de cette démonstration de l'effet Pygmalion, pardon. C'est que au départ, des Américains ont pris deux classes de travail à l'université et ils ont confié ces classes à des professeurs. Et la classe numéro 1, ils ont dit aux professeurs que les élèves avaient passé un test de QI et qu'ils étaient brillants, que les résultats avaient été extrêmement élevés, et que ces élèves étaient vraiment au-delà de la moyenne. Et puis à la classe numéro 2, ils ont rien dit spécial, RAS. Et il s'avère qu'à la fin de l'année, les résultats de la classe numéro 1 étaient bien au-delà des espérances, enfin très élevés par rapport à la classe numéro 2, parce que en fait les professeurs avaient une croyance dans les capacités de ces élèves et avaient porté tous leurs espoirs, avaient porté leur croyance, leur capacité de réussir, et ça a donné lieu à des très bons résultats. Et pourtant, tout cela était faux. En fait, les tests, il n'y a eu aucun test. Les élèves avaient été répartis de façon aléatoire dans les classes. Et donc, ce test-là cette étude-là montre bien que l'influence de la perception qu'on a sur les gens et sur soi, c'est un effet vertueux. Quand les autres croient en nous, on croit davantage en soi. Donc, retenez ça parce que je trouve qu'en termes de management, c'est quand même super intéressant. Oui. C'est vrai que d'ailleurs, et ça, je suis obligé de faire un lien avec la notion de signe de reconnaissance dont on parle énormément dans des formations en management, justement, c'est le fait de valoriser son équipe. Il y a le fameux ratio de Losada, hein, pour ceux qui connaissent, il faut trois valorisations, enfin trois phrases positives en fait, trois feedbacks positifs pour un feedback négatif, donc quelque chose d'un peu plus de recadrage, pour réussir à garder un équilibre. Voilà, donc en tout cas les études ont montré, donc ça s'appelle je vous le mets dans le chat, c'est le ratio de Losada, c'est 3 pour 1 quoi. Donc c'est ce qu'on dit vraiment, c'est d'essayer de valoriser au maximum et ça a vraiment des effets scientifiquement prouvés. Oui, tout à fait. Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Simon, parce que ça fait appel à un des biais, justement, qui est le biais de négativité, qu'on a tendance à davantage retenir le négatif que le positif, d'où ce que tu viens de dire, qui est hyper pertinent, parce que il faut contrer ces biais-là, ce biais de négativité, et davantage insister sur le positif par rapport au négatif. Du coup, on contrebalance l'effet. Merci beaucoup. Alors, on avance sur le biais suivant ? C'est parti. Alors, c'est le biais de confirmation. Celui-là aussi, il est assez connu. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ou que vous en avez conscience aussi. Moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'on est tous véritablement soumis à ce biais. C'est qu'on favorise les informations qui appuient notre opinion préexistante et on a tendance à ignorer celles qui la contredisent, pardon. Et ça, c'est vrai que, et j'en profite pour dire, les biais, on est tous soumis, c'est pas une question d'intelligence. Je veux dire, tous les scientifiques, les plus grands chercheurs et polytechniciens sont aussi soumis aux biais. C'est humain, mais voilà, ce qui est important, c'est de prendre conscience des biais pour essayer de les déjouer au maximum, puisqu'on les conscientise en fait. Voilà, typiquement, on va avoir, je vous donne un exemple assez commun, je pense, dans les organisations. Moi, en tout cas, j'ai pu le vivre en tant que chef de produit dans mon passé. On a tendance, quand on lance un produit sur le marché, on va avoir tendance peut-être à être pas très rationnel sur la prise en considération des remontées terrain, à avoir tendance forcément à prendre plus en considération les aspects positifs que les aspects négatifs, surtout si en plus on a investi beaucoup de temps et d'énergie sur ce lancement. Donc typiquement, voilà, mais il faut essayer de garder ça en tête, que la nature humaine fait que on a tendance à occulter ce qui nous contredit, d'où l'effet aussi, comment ça s'appelle, les théories de complotistes, quoi. Ça vient aussi de ce phénomène-là et ça joue bien sûr sur nos comportements. On a Clara dans le chat qui nous dit les réseaux sociaux semblent favoriser le biais de confirmation. Et c'est vrai que le biais de confirmation, on en parle pas mal
aussi dans les périodes d'élection où les réseaux sociaux jouent un rôle important. Et c'est vrai que ça va nous faire, par exemple, à la sortie d'un débat télévisé, on a toujours l'impression que c'est la personne qu'on soutient qui a plus gagné qui a plus gagné le débat par rapport à l'autre, quoi. C'est parce qu'on va davantage retenir ces éléments-là. Ouais. Et tout à fait, la remarque est très juste parce que les réseaux sociaux, en plus avec les algorithmes, ont tendance à nous mettre dans des canaux, enfin dans des là où on a de l'intérêt et ça occulte ce qu'on ne voit pas en fait. Donc ça joue sur ce biais de confirmation. C'est très juste. Super, très clair sur le biais de confirmation. Parfait. Alors, on passe au dernier biais de modèle mental que je vous propose ici. Alors, il y en a bien d'autres, hein, mais là, on va pas. Dans le laps de temps, je me suis limitée à quelques biais. Le biais de cadrage, je le trouve aussi très intéressant en management. Enfin, c'est pas que en management, mais en tout cas appliqué au management, c'est intéressant de l'avoir en tête. C'est la façon de formuler une question ou de présenter un projet qui va avoir un impact sur le raisonnement et la décision. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Si vous dites, par exemple, 70% des clients ont été satisfaits de la solution, penses-tu qu'on devrait prendre le risque de la modifier? Ou bien, donc ça, c'est une façon de présenter un résultat. Et si je te dis, à contrario, Simon, 30% des clients n'ont pas été satisfaits de la solution, penses-tu qu'on devrait la laisser telle qu'elle? Tu vois, j'induis forcément un raisonnement, une perception qui va être différente et qui va amener sans doute lieu à une réponse différente. Donc en fait, le biais de cadrage a démontré à quel point la façon dont on communique a une influence sur l'impact et une prise de décision. Typiquement, la fameuse phrase du loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Bon, bah voilà, on pourrait dire l'inverse, 100% des perdants ont tenté leur chance, ça n'aurait pas du tout le même effet. Voilà. Donc la communication aussi, les rois de la communication savent très bien jouer de ce biais de cadrage. Et alors, dis-moi si je me trompe, mais en management, est-ce que c'est aussi là-dessus, quand on est, par exemple, quand on délègue, le fait de vraiment présenter, par exemple, s'il y a deux projets de manière équivalente, de bien les présenter, il faut bien les présenter de manière, voilà, on a deux projets, si on veut le déléguer, de dire, bah, lequel tu préfères, tu vois, et de vraiment laisser le choix plutôt de dire, plutôt d'orienter. Tu vois, parfois on a une tendance, si on a envie que le collaborateur parte avec le projet A, ben, on a une tendance à orienter en passant peut-être plus de temps à expliquer le projet A ou alors dans la manière dont on va formuler. Ouais. Et finalement, parce qu'on veut faire passer notre message, quoi. Et c'est à ça qu'il faut faire attention parfois. Il faut faire très attention, exactement. Donc ça, c'est un très bon exemple. Et effectivement, comme tu dis, il faut laisser le choix et donc plutôt favoriser des questions ouvertes, oui, pas fermées. Et effectivement. Donc voilà pour le biais de cadrage. Et on a fait les 3 biais de modèle mental. Super. On passe au petit jeu, si tu le veux bien. Super. Alors, on va vous proposer un petit jeu. Donc là, on vous laisse réagir dans le chat pour donner les réponses que vous pensez être les bonnes. On a 3 images. On va les faire une par une. L'idée, c'est les 3 biais qu'on vient de voir. Donc, pour rappel, le biais de cadrage, le biais Pygmalion et le biais de confirmation. Là, vous allez nous dire sur la première image, qu'est-ce que pour vous ça représente? Est-ce que ça représente, sur les 3. Donc, je vais vous remettre les 3 dans le chat, comme ça, vous aurez, hop, voilà les 3 biais. Donc, Pygmalion, cadrage, confirmation. Donc, la photo numéro 1, selon vous, représente lequel des biais? Permet d'ancrer comme ça un peu les... Ouais, donc il y en a qui nous disent confirmation, Pygmalion ou confirmation. Ok. Alors quand même, on a une majorité de Pygmalion plutôt. Pauline, je vais te laisser nous donner la réponse. Alors, c'est effectivement... Oups, pardon. Oh là là, tu nous donnes toutes les réponses. Attention, Pauline. Je vais peut-être te laisser avancer les slides parce que j'ai un pas de souci. Qui est ultra sensible, c'est un peu délicat. Donc effectivement, on va pas révéler tout d'un coup, mais effectivement le premier, c'est l'effet Pygmalion. Effectivement, on applaudit, on croit, on voit que la personne réussit parce qu'elle a confiance en elle, parce que les autres l'encouragent et sont derrière elle. Donc c'est bien l'effet de Pygmalion. Super. Alors le numéro 2, alors il y en a qui donnent déjà leur proposition. L'effet numéro 2, est-ce que vous pouvez nous dire selon vous quel biais c'est? Alors je vois là qu'il y en a certains qui donnent déjà.
Voilà, le biais. Il est assez parlant, le nom parle Le aussi. cadrage, effectivement, hein, c'est bien celui-là, donc tout le monde le met, c'est très clair. Et le numéro 3, forcément, c'est le dernier, donc il y en a qui l'ont déjà deviné, c'est effectivement le biais de confirmation. Je te laisse rebondir sur cette image, Ouais. Pauline. On aurait pu mettre aussi quelqu'un qui a des œillères, voilà, qui a tendance à regarder que le tableau qui nous donne raison, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment cette image-là, d'occulter voilà, de regarder que ce qui nous conforte, en fait. Ouais. C'est bien le biais de confirmation. Donc, voilà pour ces 3 biais. Et alors, on va vous proposer, vous nous connaissez, on aime bien les sondages, on va vous proposer un petit sondage, maintenant qu'on vient de voir ces 3 biais, de se poser la question, comme je vous le disais, parce que avant de le faire pour vos managers, il faut déjà se le faire pour soi-même. Donc la question qui va s'afficher et sur laquelle vous allez pouvoir répondre, c'est sur quel biais de modèle mental serez-vous à l'avenir le plus vigilant dans vos prises de décision? Est-ce qu'on est plutôt sur l'effet Pygmalion? Est-ce qu'on est plutôt sur le biais de confirmation? Ou est-ce qu'on est plutôt sur le biais de cadrage? On va vous lancer le sondage et vous pouvez répondre normalement. L'idée, c'est effectivement d'être vigilant sur les 3, mais sans doute, voilà, qu'il y en a un qui vous parlera plus et aussi par rapport à votre vécu, votre expérience. Voilà, normalement, il s'affiche. Et vous avez sur le côté, normalement, les pourcentages qui s'affichent, des personnes qui ont répondu. Donc, on a déjà 18 personnes qui ont répondu. On va laisser les derniers répondre. Voilà, on a plutôt une majorité de biais de confirmation. On a 50% des personnes qui sont sur le biais de confirmation. Et ensuite, 27 et 23% côté biais de cadrage et biais ou effet Pygmalion, comme on l'appelle, parce qu'il est effectivement beaucoup appelé effet, notamment dans la presse quand on en parle. Mais c'est super, parce que c'est vrai que le biais de confirmation, c'est aussi une invitation à la nuance et à comment, pas la remise en question, l'écoute véritable par rapport à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va changer d'avis au final, mais en tout cas de considérer des opinions contraires, ça va nous aider à avoir plus de champs de possibles, en fait. C'est ça qui est intéressant là-dedans. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter là-dessus. C'est Strauss-Kahn qui était, je crois, professeur à Sciences Po. Et en fait, il racontait aux élèves on me l'a rapporté, j'y étais pas, mais en fait, il racontait que quand il menait des débats, ou en tout cas qu'il devait préparer des sujets d'ordre économique ou financier, eh bien, son père l'entraînait souvent à prendre la position de ses opposants pour essayer de contre-argumenter toute sa démonstration. Et ça, comme ça l'aidait à forger un esprit extrêmement critique pour peser les pour et le contre. Donc ça aussi, c'est une anecdote que je trouve intéressante pour montrer à quel point il faut essayer de déjouer les biais de confirmation en se mettant dans la peau de l'adverse, enfin de la personne qui n'est pas d'accord avec vous, quoi. Tout à fait. Là-dessus, je vais faire un lien avec la formation qu'on propose sur les biais cognitifs dans la relation commerciale. On parle beaucoup de ça dans les formations commerciales, c'est de se préparer aux objections qu'on va avoir. Et du coup, de se mettre dans la place de la personne qui va nous dire peut-être une objection sur le prix, peut-être une objection sur le type de produit, et de pouvoir réfléchir en amont, finalement, aux objections qu'on va avoir. Ouais, tout à fait. Ça ouvre quand même aussi le dialogue, le débat, et pas être toujours dans ses convictions, quoi. C'est intéressant. Exactement. Super, écoute, on va pouvoir continuer sur les biais de groupe. Je te laisse... Donc ça, c'est l'effet du collectif, ça va vous parler forcément. Bah oui, c'est vrai que ceux-là, ils sont intéressants quand on gère des équipes, des projets, peu importe, puisqu'on est de toute façon tous tout le temps en interaction. Donc le biais de groupe, c'est le fait d'évaluer plus positivement et de favoriser les membres de son groupe d'appartenance. Ça, c'est complètement inconscient, mais c'est important d'en prendre conscience. Plus vous aurez pris conscience de ça, peut-être que plus vous pourrez comprendre que parfois, favoriser les intérêts de son propre département, par exemple, c'est évidemment nécessaire parfois, mais aussi il faut faire attention à que les opinions des autres départements peuvent aussi être pris en compte, parce qu'au final, on appartient tous à la même entreprise. Mais c'est vrai et c'est là où ça nous invite aussi à faire tomber les silos, à aller chercher de l'info dans les services annexes et à peut-être travailler plus de manière transversale, sans défendre forcément les intérêts de son département. Je crois on sait que c'est humain, et avoir conscience de ça, c'est très important.
en entreprise. Voilà, pour le biais pro-endo-groupe. Ensuite, l'effet de cascade, je trouvais intéressant aussi à aborder, c'est très intéressant notamment dans les réunions par exemple, c'est le fait que les résultats d'une discussion collective va être sensible à l'ordre dans lequel les positions sont exprimées. Par exemple, si un manager, un leader prend la parole en premier et exprime sa préférence sur un projet, eh bien les premiers qui vont s'exprimer vont peut-être l'approuver, et alors du coup les derniers, même s'ils ont des réserves, vont avoir tendance à s'abstenir d'émettre une position différente. On est toujours influencé par l'ordre qui s'est établi dans une discussion, parce qu'on est influencé par ce que les autres ont dit avant. Et ça a un effet, et ça, en sociologie, c'est quelque chose de prouvé également. Il y a eu plein d'études sur le sujet, et il faut prendre conscience de cet effet de cascade. Et du coup, peut-être revoir ses pratiques, notamment dans une réunion, peut-être, comme on le disait tout à l'heure, demander à chacun le pour et le contre, comme ça reste objectif. En tout cas, chacun peut réfléchir aux deux aspects d'un projet. Ou bien aussi, ça pourrait être, donner sa réponse par écrit de manière cachée. Chacun écrit un avis sur un sujet et on révèle tous ensemble les opinions des uns et des autres sans ordre, parce que chacun aura donné sa réponse sans être influencé par le voisin en fait. Et d'ailleurs, l'effet de groupe, il peut être presque un effet en individuel, j'allais dire. Si je prends un exemple toujours dans le management d'un recadrage, si en tant que manager, on recadre en disant sur une action qui a eu lieu et qu'on dit finalement ce qui n'a pas été, ça va forcément influencer le manager à dire ah bah oui, j'avoue, j'aurais pu faire ça comme ça, etc. C'est intéressant de commencer en posant la question au manager en disant voilà, dans l'action là que tu as fait sur cette action-là, qu'est-ce que tu penses que tu as bien fait, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire différemment, pour qu'il comprenne déjà, de valider déjà, est-ce que lui a compris ce qui a été mal fait, plutôt que d'arriver en tant que manager avec la solution toute préétablie. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'en t'entendant, voilà, je me suis dit tiens, on peut aussi utiliser cet effet de cascade en individu, en duo quoi, en duo. Tout simplement. Ouais, tout à fait. Pour pas que ce soit effectivement plus objectif en fait, enfin que la personne soit pas influencée par l'avis de l'autre. Tout à fait. Voilà pour l'effet de cascade. Et le dernier, le biais d'homogénéité de l'exogroupe. Bon, le nom est un peu compliqué, donc on va retenir biais d'homogénéité, même s'il est lié à l'effet de groupe. C'est la tendance à sous-estimer les différences qui existent entre les membres d'un groupe dont je ne fais pas partie, et elle est caractérisée par des traits stéréotypés. Alors ça, je pense qu'on est tous soumis à ce biais, surtout quand on ne connaît pas le groupe auquel on n'appartient pas, on a tendance à coller des étiquettes. En fait, c'est l'idée, c'est ça. C'est l'idée de coller des étiquettes et de ne pas nuancer des comportements ou des traits parmi un groupe auquel on n'appartient pas. Alors l'exemple basique, par exemple, les Italiens sont désorganisés, ou encore les jeunes ne veulent pas travailler, ou je sais pas, les seniors ne sont pas adaptables. Vous voyez, c'est des généralités. Ça, je pense qu'on est tous bourrés de ça. Il faut casser ça et accueillir la nuance, parce qu'en fait, on ne peut pas d'un cas ou un cas rencontré ou deux de généraliser en fait. C'est cette tendance à généraliser, à coller des stéréotypes sur des gens qui ne font pas partie de notre groupe. C'est clair pour c'est très clair. On a une question, mais je vais la garder peut-être pour un petit peu plus tard. On a un temps de questions-réponses à la fin, mais vous pouvez les poser au fur et à mesure, avec plaisir. On prendra le temps d'y répondre. On va vous proposer le même jeu, voilà, avec les 3 images. Donc, je vous remets les 3 biais qu'on vient de voir, le biais pro-endogroupe, le biais de cascade et le biais d'homogénéité. On vous laisse prendre parti sur la photo numéro 1. Alors, la photo numéro 1, selon vous, est-ce que c'est le biais de pro-endogroupe? Est-ce que c'est le biais de cascade ou est-ce que c'est le biais d'homogénéité? Homogénéité, pardon. Alors, 2 personnes qui nous disent le biais de cascade. Alors, on va voir la réponse. Effectivement, c'est le biais de cascade.
Effectivement, c'est le fait que voilà, l'ordre de parole va avoir un impact sur la prise de décision. Et d'ailleurs, est-ce que finalement le biais de cascade n'est pas en pleine action quand les personnes voient tout le monde dire le biais de cascade, est-ce qu'ils sont pas influencés par en se disant bon bah si tout le monde a dit le biais de cascade, c'est certainement le biais de cascade. Donc on le voit, on le prouve en live. C'est très très juste, bien vu. Alors le deuxième, le deuxième selon vous, c'est lequel? Il nous reste donc le biais d'endogroupe et le biais d'homogénéité. Voilà, le biais d'homogénéité, exactement, c'est bien celui-là. Voilà. Le français avec sa baguette et son petit béret chic. Alors, on aurait pu prendre aussi une petite parisienne aussi, souvent qui sont perçues, comme on dit, bon chic, bon genre. Voilà, c'est toutes ces étiquettes ou les stéréotypes qu'on met sur des catégories de personnes. Ça, c'est vrai qu'il faut essayer de déjouer ça. Moi, j'invite beaucoup à la nuance. Même moi, même, on est tous, j'essaie toujours de me dire, attention, c'est pas parce que tu as vu 2-3 personnes, voilà, se comporter comme ça dans ce groupe ils se comportent tous comme ça. C'est un peu le biais je sais pas si c'est le nom d'un biais, mais de généralisation, en tout cas. Oui, c'est proche, ouais, c'est ça. C'est le fait de généraliser, tout à fait. Super. Et donc, le dernier, le biais pro-endogroupe, forcément. Voilà, avec l'idée que mon groupe d'appartenance est meilleur que les autres. Donc attention aussi, soyons vigilants là-dessus. Ouais. On va vous poser la même question que tout à l'heure, hein, avant de passer à nos dernières parties qui sera davantage sur comment le mettre en action. Mais voilà, donc la question c'est quel biais de groupe vous influence le plus souvent? Est-ce que c'est pro-endogroupe? Est-ce que c'est de cascade? Est-ce que c'est d'homogénéité? Voilà, on vous laisse répondre à ça. Alors, on a 42% sur le biais de cascade. Ah non, c'est assez équilibré. C'est assez équilibré. C'est en train de bouger, hein, mais on a un petit peu moins le biais d'homogénéité qui est un petit peu moins important, qui est à 28%, et puis on a 39% sur le biais pro-endogroupe et 33% sur le biais de cascade. D'accord. Super, vous pouvez continuer à répondre pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Lequel te parle le plus, toi, Simon? Il y en a un qui te parle le plus? Honnêtement, j'essaye d'en avoir conscience au quotidien, donc tu vois, je fais attention. Je pense que celui que je vais te transformer un peu la question. Je pense que celui que j'identifie le plus, c'est le biais de cascade. C'est celui dont j'ai le plus conscience et dont je fais très attention au quotidien à ne pas ce qui me biaise justement mes décisions. Ouais. Comme tu es un expert des soft skills, bon, quand même, tu as aussi, mais c'est aussi l'intérêt de devenir expert sur un domaine. Donc, tant mieux. Super, mais on va pouvoir passer donc à la dernière partie. Je te laisse avancer, Pauline. Voilà, alors déjà, le constat de tout ça, vous l'aurez compris, c'est que plus on prend conscience, c'est de prendre conscience qu'on est tous soumis à des biais, et que c'est pas une question d'intelligence, et que c'est humain, mais que donc c'est un atout de s'y intéresser, parce que plus on prendra conscience de tout cela, plus on sera à même de les déjouer individuellement ou collectivement en revisant un peu ces pratiques. On peut se former, comme je le dis, il n'y a pas de fatalité. L'idée, c'est d'être curieux sur ce sujet et puis on peut en apprendre tous les jours. Il y a des biais, comme je vous le disais, il y en a un sacré nombre. Voilà, donc l'idée, c'est de revoir ces pratiques. En formation, on va bien évidemment plus loin. On va s'entraîner sur des jeux de rôle. On a des cartes, on fait des exemples, on a des dessins, des petits jeux comme ça qui permettent vraiment de s'imprégner de tous ces biais et puis personnellement d'identifier ce qui nous parle le plus par rapport à notre expérience, notre vécu, notre situation, notre contexte en entreprise. Voilà pour ça. Ensuite, j'avais envie de faire sur la slide suivante, merci beaucoup. Oui, vous l'aurez compris, c'est l'idée de s'auto-observer. C'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est notre meilleur allié en matière de prise de décision. C'est prendre le temps, peut-être des quarts de seconde, mais de prendre conscience qu'on est bourré de réflexes et d'automatismes et que plus on prendra de la hauteur de vue, mieux ce sera. Je me permets d'intervenir une petite minute. Voilà, on a des personnes qui doivent
qui doivent nous quitter. Sachez qu'effectivement, il y aura bien un replay hein, qui vous sera envoyé si vous êtes inscrit à ce webinaire et qui sera de toute façon disponible sur YouTube comme tous nos autres webinaires précédents. Voilà, c'était la petite aparté pour ceux qui doivent partir un peu plus tôt. Parfait. Je voulais aussi profiter de ce webinaire pour le lien avec les voleurs d'attention. Ce que j'appelle les voleurs d'attention, ça va être tous les stimuli externes et internes qui nous gouvernent. Le fait qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on a des flux de communication à non plus finir. Tous les moyens digitaux, les outils digitaux nous assaillent, soit Teams, les chats, les WhatsApp, les mails, etc. Donc on est quand même extrêmement l'infobésité nous gouverne hein, et ça amène à des sollicitations permanentes H24. Donc l'idée c'est aussi de se sensibiliser et de sensibiliser ces équipes à ce sujet, définir des règles, peut-être des cadres de travail pour éviter justement qu'on soit malmené au niveau de notre cognition. Alors, les stimuli internes, ça va être aussi écouter nos émotions corporellement, les pensées divagantes, la mémoire, tout ça. Et je sais que vous faites des webinaires aussi sur tous ces sujets. Et voilà, il faut retenir que la durée de concentration moyenne d'un adulte n'est que de 25 minutes. Et d'après l'Observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique, qui est un nouvel spécialiste de la data, comme ils regardent, ils observent comment la data est gérée en entreprise. Eh bien, il faut savoir que 70% des collaborateurs interrompent leurs tâches quand surgit une notification. Et tout ça, ça amène de la fatigue cognitive. Et tout ça va amener à beaucoup de sursollicitation. Et quand on est stressé, pressé, qu'on a le multitâche et l'infobésité qui nous gouverne, eh bien, ça va être plus difficile de prendre les bonnes décisions et voilà, d'un peu de se poser pour faire appel à notre système 2 et de ralentir un peu tout ça. Et ceux qui ont déjà suivi notre dernier webinaire sur la gestion du temps, qui commence à remonter un petit peu, sachez qu'on est interrompu en moyenne toutes les 7 minutes, donc ce qui est énorme. Et effectivement, si en plus on s'interrompt, qu'on interrompt sa tâche quand on surgit une notification, hein, parce que c'est dans les 7 minutes, il y a aussi toutes les notifications et toutes les formes finalement de distraction. C'est énorme en termes de perte de temps. Ouais. Et surtout que la satisfaction personnelle, comme je le mets là en bas de slide, la satisfaction personnelle, elle est plus élevée quand on a réalisé un effort cognitif. Ça a été prouvé aussi, c'est Pink, l'auteur qui a travaillé sur les facteurs de la motivation, qui a dit qu'un des facteurs de la motivation, c'était aussi la progression et le fait de satisfaire dans l'effort aussi. On peut prendre du plaisir dans l'effort. Ça paraît parfois un peu contre-intuitif, mais en vérité, on est bien plus satisfait que quand on a été sollicité à droite à gauche et au final, on n'en tire pas grand-chose, quoi. Voilà pour cette fin. Alors oui, vous l'aurez compris, hein, quand il est malmené, notre organisme dysfonctionne et cela multiplie les automatismes irréfléchis. Donc l'idée, c'est aussi de vous inviter à un peu prendre cette hauteur de vue pour un peu plus prendre des décisions en connaissance de cause. Exactement. Et on voulait terminer effectivement sur une partie pour vous inviter à quelques conseils pour lutter finalement contre ces biais mentaux, ces biais cognitifs, parce que comme tu l'as dit à juste titre plusieurs fois, de toute façon on va les avoir. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça finalement? Exactement. Ce sont des pistes. Hein. Là, bien entendu, moi, je suis pas. Ce sont des pistes qui ont été faites au travers de formations sur les biais cognitifs parce que les équipes sont amenées comme ça à réfléchir sur comment elles peuvent lutter contre leur biais de modèle mental, par exemple, explorer ses sources, favoriser la nuance, comme je disais tout à l'heure, aussi explorer ses intuitions, les hypothèses alternatives, on en a parlé, multiplier les prismes et les regards pour prendre les décisions de la meilleure manière possible. Peut-être aussi, prendre l'avis de ses opposants et d'aller gratter un peu plus, les informations qui nous viennent. Pour les biais de groupe, là, on va aussi, c'est une invitation à définir les critères de la prise de décision. Qui va décider? Est-ce que c'est un petit comité dans votre collectif? Pour vraiment que les choses soient établies et que chacun sache aussi comment les choses se décident. Il faut aussi aller rechercher la contradiction, on vient de le dire,
Créer un climat propice au dialogue, à l'agilité, en calibrant bien les réunions. Quels sont les attendus de la réunion? Quel est l'ordre du jour? Ça, c'est un impératif pour que les réunions ne servent pas à rien. Quels sont les sujets, par exemple, pour discussion et les sujets qui sont pour décision? Comme ça, on a vraiment un cadre bien défini. Et puis, comme je disais tout à l'heure, pour et les contre exprimés par chacun sur les sujets clés. Ça ne veut pas dire qu'au final, vous n'allez pas être le manager qui va décider et trancher. Bien, ça n'enlève rien à ça. Mais par contre, vous aurez une meilleure façon de peut-être décider si vous avez exploré en fait toutes les pistes et tous les avis au sein de votre équipe. Et puis bien sûr, c'est une invitation à cultiver l'humilité. Ça c'est également, je crois que c'est bien ce que nous apprennent les biais cognitifs, c'est de montrer qu'on est aussi vulnérable, mais finalement d'apprendre à connaître le fonctionnement humain, c'est aussi apprendre à peut-être à mieux s'auto-observer, quoi, mieux prendre en compte de tout ça. Super, bah écoute, merci beaucoup Pauline. On va vous inviter, là, on va avoir un temps, on va vous présenter quelques éléments, quelques ressources pour aller plus loin, notamment des formations qui sont disponibles sur le sujet. Posez vos questions, si vous en avez, je sais qu'il y en a déjà une, mais si vous voulez poser des questions, faites-le maintenant, et comme ça on aura un temps à la fin pour y répondre. Ce qu'on voulait vous montrer d'abord, c'était nos formations sur le thème chez Make Connecting. Donc on a des formations, alors format catalogue, on va dire, mais sachez que tout est possible. On peut aussi travailler sur du sur-mesure avec, si vous avez des problématiques précises dans des contextes précis, n'hésitez pas à nous en faire part et puis on verra ce qu'on peut faire avec vous. Mais en tout cas, voilà, on a des formations sur les biais cognitifs et le management, sur le biais cognitif et la relation commerciale, donc comme on en parlait tout à l'heure, il y a énormément d'éléments finalement dans la relation commerciale où les biais cognitifs interviennent, soit pour le commercial, soit pour le client. Et puis aussi, dans la notion de recrutement, il y a des très très gros enjeux sur les biais cognitifs, vous vous en doutez, voilà, et qui peuvent qui peuvent finalement donner suite à de la discrimination à l'embauche. Et donc voilà, plein de biais cognitifs, ou alors d'ailleurs à des mauvaises embauches, c'est pas toujours une sorte de discrimination. Donc en tout cas voilà, plusieurs thèmes, plusieurs formations qui vous sont proposées sur ces sujets-là. Ouais. Et on essaie de les nourrir d'exemples toujours et de vous faire participer par rapport vous à vos situations. C'est ça qui est intéressant également. Que ce soit appliqué à vos métiers, comme vient de le dire Simon. Absolument. Alors, tu voulais nous proposer quelques outils et quelques ressources à explorer, voilà, pour aller un petit peu plus loin et pour ceux qui seraient curieux d'en découvrir plus sur ce sujet. Pauline, je te laisse. Alors oui, pardon, excusez-moi. Donc il y a eu plusieurs ouvrages très intéressants. Alors la référence c'est le livre de Daniel Kahneman, un système 1, système 2, sur les 2 vitesses de la pensée, comme je vous l'ai présenté en introduction. Donc là, c'est toutes les études qu'il a menées et qui démontrent en fait toutes ces biais cognitifs évoqués. C'est très intéressant, c'est fourni d'exemples. Vous avez également alors un ouvrage un peu plus simple mais qui est extrêmement bien fait, qui est en bas, celui de Albert Boukébert, qui est Votre cerveau vous joue des tours. Vous voyez d'ailleurs à l'écran que vous détectez le mot, même si il y a une contradiction. Ça prouve bien que vous avez des automatismes. Et il explique très très bien. C'est un peu un condensé du livre de Kahneman qui est très bien expliqué. Et puis enfin, le Olivier Sibony, vous allez commettre une terrible erreur aussi, avec une boîte à outils intéressante à explorer. Et puis là, je vous ai mis également deux conférences qui traitent du sujet, de Sandrine Béliard, ce sont des TED, et puis un deuxième qui est beaucoup plus long, mais vous verrez, il y a un passage sur les biais cognitifs. Vous pourrez les regarder tranquillement quand vous aurez du temps. Super. Merci beaucoup, Pauline. Et alors, nos prochains rendez-vous avant de passer à la partie questions-réponses, sachez qu'on sera présent le 24 et le 25 janvier au Learning Technologies, qui est donc un salon sur le milieu de la formation et le milieu de la technologie, comme c'est si bien indiqué dans le titre. Donc les 24 et 25 janvier, ce sera à Paris, porte de Versailles. Vous pouvez venir nous voir et puis pour échanger sur vos projets ou tout simplement pour en découvrir un petit peu plus sur nos différentes gammes. Et comme je le disais donc sur les replays, bien entendu, ils sont tous disponibles sur notre page YouTube. Si vous voulez voir
On en fait donc un par mois depuis le Covid. Donc vous savez, vous en avez quand même pas mal sur des sujets de développement personnel, de management, même commerciaux. Enfin voilà, on a énormément de thèmes qu'on a déjà traités, beaucoup de valeurs qui a été partagée, en tout cas je l'espère. Et d'ailleurs, dernier petit appel là-dessus, c'est si vous avez des thèmes que vous souhaitez qu'on évoque et qu'on traite finalement sous format de webinaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On va avoir bien entendu tous les prochains webinaires de l'année 2024. On va avoir une année chargée encore en webinaire. Donc si vous avez des thèmes que vous souhaitez qu'on traite, on sera aussi à l'écoute de vos propositions. Et voilà le moment tant attendu des questions-réponses. On a 2 questions. Continuez à en poser si vous en avez. En tout cas, on va déjà répondre à celles qu'on a. On en a une, c'est, bon, je la présente et j'y réponds en même temps parce que c'est assez rapide. C'est, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que l'OICN? Donc, c'est l'Observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique. Voilà, je l'ai remis à l'écrit pour ceux que ça intéressait. Et alors, je vais te poser une question, Pauline, qui va plutôt être pour toi. On a voilà, Jean-Christophe qui nous dit il y a des personnes qui ont une réaction opposée, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en contradiction. Est-ce que c'est une forme de biais? Alors, je ne sais pas si tu peux nous répondre. Tu n'as pas forcément tous les biais en tête. Alors, honnêtement, je pense pas. Dans la mesure où ça va être plutôt un trait de personnalité, voilà, un caractère qui sans doute ont un peu l'esprit rebelle ou l'esprit de contradiction. Mais voilà, les biais, ce sont plutôt des biais inconscients. Donc, alors peut-être que ça joue et peut-être qu'ils sont plus soumis à des biais certains, mais là je dirais que c'est plutôt une question de personnalité plutôt que de biais inconscients. Peut-être qu'il y a d'autres biais qui interviennent dans cette contradiction. Tu vois, oui, je repense au biais de confirmation, par exemple. Peut-être que si une personne est énormément dans la contradiction, c'est peut-être parce que dans certains contextes, elle va se confirmer finalement avec des éléments qui lui confirment une croyance, et dans d'autres, oui, peut-être suivre. Si elle a une tendance, tu vois, à suivre beaucoup les choses qu'on lui donne. Oui, à pas s'ouvrir au débat. Oui, non, mais tout à fait. Alors après, il y a effectivement les croyances limitantes, les biais, tout ça, et voilà. Mais je dirais qu'effectivement, il y a certaines personnes qui vont être plus. C'est difficile de savoir quel biais on est plus ou moins soumis, puisque c'est à la base c'est inconscient. Mais on est tous, selon notre éducation, notre environnement, notre expérience, le caractère, la place des stéréotypes dans notre dans notre schéma de pensée et de notre la façon aussi dont notre cerveau traite l'information, qui diffère d'une personne à l'autre, on va être soumis plus ou moins à certains biais et d'autres personnes à d'autres biais. Vous voyez. Donc effectivement, comme tu le dis, ces personnes-là peut-être sont soumises à certains types de biais, type le biais de confirmation, bien entendu. Mais voilà, après de dire il y a une corrélation. D'ailleurs, il y a des recherches à ce sujet, donc à suivre. Super, merci Pauline. Je vois pas d'autres questions, donc voilà. Si vous en avez, vous pouvez toujours nous les envoyer ultérieurement et on prendra le temps d'y répondre par écrit. Mais sinon, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Un grand merci déjà de nous avoir écoutés, et puis un grand merci Pauline d'avoir finalement conçu et animé ce format, d'avoir été l'experte sur le sujet. Ça a été très riche. Merci à toi. Merci beaucoup. Un grand merci. Dans le timing, en plus, c'est parfait. Exactement. Dans le timing, donc le replay vous sera envoyé. Et puis, on vous dit, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas. Je pense que ça sera le cas pour la majorité. Et puis, à la rentrée, on aura encore une fois des prochains webinaires. Donc, on vous tiendra informé par la liste email, comme d'habitude. Parfait. Et peut-être à bientôt en formation, du coup. Exactement. On est ravis de partager. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.